Bien, chers amis, merci d'être là. Nous allons parler de la ville en open data et de la data tout court pendant une petite heure avec d'éminents spécialistes de la question. J'invite tout de suite à me rejoindre Liliane Corral, qui est directrice des données pour le maire de Los Angeles. Liliane, you can come with me. Chantal Génermont, vice-présidente management des data chez Enedis. Régis Châtelier, qui est chargé des études prospectives à la CNIL. Mehdi Ouass, du groupe Talent, président du groupe Talent, ancien ministre de Tunisie. Jean-Charles Simon, qui est économiste et président de Station. Mettez-vous là. Allez-y, allez-y, continuez. Peut-être, mettez-vous là, voilà. Allez-y. Et je crois que j'oublie Emmanuel Grégoire, mais qui va nous rejoindre. Il est là, pardon. Bonjour Emmanuel, excusez-moi, on m'avait dit que vous arriviez. Adjoint à la mairie de Paris, chargé des ressources humaines, des services publics et de la modernisation de l'administration. Et pardon, et Bertrand Serpe, excusez-moi, Bertrand Serpe, enfin, on m'a troublé, excusez-moi, Bertrand, vice-président de Toulouse Métropole en charge du numérique, président de Open Data France qui regroupe les collectivités territoriales engagées dans une démarche d'ouverture de leurs données, puisque c'est notre sujet de l'après-midi. Alors justement, Bertrand, peut-être, puisque, pardon de vous avoir non pas oublié, mais été un peu troublé par l'arrivée des uns et des autres, vous êtes nombreux, on a une petite heure pour en parler. Peut-être pourriez-vous commencer, et au titre de cette casquette de président d'Open Data France, avant de parler de l'expérience de Toulouse, pour nous dire où en sont les villes, notamment en France, en matière de politique d'ouverture de leurs données et de données publiques. Je crois qu'il y a un rapport sur lequel travaille Open Data France là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état de l'art en la matière? Bonjour tout le monde, merci Philippe. Oui, alors Open Data France est une association donc, qui a été créée en 2013, qui milite pour la diffusion de ce que j'en appelle les best practices, les bonnes pratiques, pour l'ouverture des données publiques des collectivités territoriales. C'est une association aujourd'hui qui a une soixantaine de collectivités en France et qui s'est vue effectivement confier la lourde mission il y a à peu près 2 mois, donc c'était juste au début de l'été, 2-3 mois, par les ministres Axel Lemaire et Estelle Grelier, d'un rapport sur la diffusion, comment améliorer, comment faire en sorte que les données publiques des collectivités locales, donc l'open data, soient mieux comprises, soient mieux diffusées au sein des territoires. Alors c'est un rapport que nous avons remis au mois d'octobre à Rodez, qui se trouve dans l'Aveyron, aux 2 ministres, et suite à ce rapport, nous avons été missionnés pour continuer finalement les préconisations que nous avions proposées donc au gouvernement, de façon à mettre en place un système de diffusion, de formation, de socle commun de données publiques à étudier sur les collectivités et sur les territoires, de façon à favoriser cette diffusion de l'open data. Alors, quel est l'état de santé de l'open data? Vous n'avez pas nous donné le classement des villes, c'est évidemment toutes les meilleures, mais... Alors c'est toutes les meilleures, d'ailleurs, toutes les collectivités, c'est pas que les villes, hein, il y a collectivités, conseils départementaux, conseils régionaux sont impliqués. L'état de santé, il est bon, on souhaiterait simplement qu'il y ait plus de collectivités, non pas qui adhèrent spécifiquement à l'association, mais qui viennent nous aider dans ce travail de diffusion de ces bonnes pratiques. La difficulté principale, c'est évidemment de pouvoir trouver les ressources en interne et puis d'avoir forcément des personnes qui s'occupent de cette diffusion des données publiques. C'est un des véritables enjeux d'ailleurs qui a été relevé par le rapport que nous avons remis à la ministre. Et puis il y a un problème, mais je crois qu'on en parlait avec M. Emmanuel Grégoire l'an dernier ici même dans ce forum, il y a un problème de format des données qu'il faut encore étudier et de socle de données peut-être principales, fondamentales qu'on pourrait décider de diffuser au niveau des collectivités territoriales. Alors dans la plupart des entreprises, en tout cas des grandes, aujourd'hui il y a un Chief Digital Officer, voire même un Chief Data Officer, on va y revenir avec les uns et les autres. D'ailleurs Liliane Corral qui est ici est Chief Digital Data, Chief Data Officer de la ville de Los Angeles. Pour continuer la discussion, mais peut-être Mehdi, si vous pouvez donner le micro à Liliane. Liliane Corral, donc vous êtes Los Angeles Chief Data Officer.
c'est une fonction qui n'existe pas forcément dans toutes les villes encore en France. À Los Angeles, vous êtes en Californie peut-être en avance. Quel est le rôle du Chief Data Officer et pourquoi cette politique d'ouverture des données, à quels usages finalement peut-elle conduire à Los Angeles en particulier? Well, I'm very excited to be here and share. So the role of chief data officers in the United States is actually developed very differently across municipalities. In some cases, you do see chief digital officers, chief innovation officers, and in other cities, you see an actual chief data officer themselves. In my case, I oversee both our open data program as well as our analytics program and our digital services strategy. And I'm embedded within the mayor's office, which is also a difference in some of my counterparts across the U.S. They are sometimes embedded within the Chief Information Office itself, within the IT organization, and sometimes they're in the political office. One of the reasons for us being set up and structured the way that we are is partly because much of this program around open data and really using data to drive governance in Los Angeles was really brought about by our mayor, who really, from the get-go understood that both data and technology within the city of Los Angeles needed to modernize in order to improve the services we were delivering. When he entered office around 2013, we were just coming out of the Great Recession in the United States, and we were facing a lot of different social impacts. And Los Angeles is a city that's been plagued with things like traffic, homelessness. So we knew that those are the kinds of intractable challenges that policy itself can't just solve, and that we needed to be innovative. And for him, also a fairly young and very tech-savvy mayor, he really saw that data and technology could do that. So there's been a huge investment from our office in ensuring that all of our city departments not only release the data that should be publicly available, and we have different processes for doing that, but also that we're using that data to drive and track our performance and to really model new ways of delivering service and investing resources. Est-ce que vous venez de la Silicon Valley? Quelle est la formation qu'il faut avoir pour être le Chief Data Officer à Los Angeles? Well, actually, my background is in public policy. Most chief data officers will come actually from a technology background. And I think the difference is we're actually starting to see more of the difference. I think you're seeing more chief data officers from a political background, because part of the challenge when you talk about resources and really organizational change, which is what we're talking about when we're talking about data and innovation in cities, really takes more of a political bent, and really understanding the politics of the organization and how to drive change is critical. But also, I think part of it is that we're not just using data to create new technology solutions and services, but we're really using data to solve problems. And so for that perspective, what we're trying to really think about, what we're trying to have and what we're seeing more of is actually political practitioners who can come in and really think creatively about how to use data and technology to solve some of the problems that we haven't been able to really get at before. How are we using mobile devices to really transform mobility in the city? How are we using predictive analytics to, for example, speed up our permitting process or our, building maintenance process in the city, or think about resiliency and climate change. So in that bent, you're actually seeing more political practitioners. But obviously, we work very strongly in partnership with our technology agencies, and that's where we really try to push the data into new and innovative solutions that are really user-centered. We are emphasizing a lot UX design and really trying to bring that approach from Silicon Valley into government so that we can be more citizen-friendly. Merci beaucoup. On reviendra sur le cas de Los Angeles plus en détail dans la discussion. Peut-être Emmanuel Grégoire, pour parler du cas de Paris. Jean-Louis Missika rappelait tout à l'heure qu'à Paris, on a commencé à ouvrir les données depuis 2008 à peu près. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un bilan d'étape de cette ouverture des données publiques à Paris, et quels résultats on a pu peut-être déjà en obtenir, puisque vous avez un Chief Data Officer? Nous avons effectivement depuis quelques mois un Chief Data Officer en tant que tel, qui était un sujet qu'on avait identifié comme central pour piloter la gouvernance
des données, qui est un sujet évidemment éminemment structurant pour une collectivité, mais surtout pour la richesse que nous entendons en tirer collectivement. Je crois qu'on commence à arriver à une première phase de maturité avec les politiques d'open data, c'est-à-dire que d'abord la pratique se généralise avec des masses de données importantes en termes de typologie, de secteurs concernés et de richesse des données, richesse à la fois sur le volet quantitatif mais aussi qualitatif, dans la structuration des données qui sont mises à disposition, c'était évoqué. Et également parce que de grands nombres d'acteurs des politiques publiques, et c'est le cas dans toutes les directions à Paris, avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, ont identifié des leviers d'animation de la communauté de la donnée qui produisent des résultats concrets. Pour citer les exemples qui ont produit les choses les plus efficaces, les plus pratiques en termes de bénéfices d'usage pour les citoyens, en termes de création d'entreprises pour les startups qui se développent à partir de l'exploitation des données publiques au sens large. En matière de transport public, par exemple, des choses extrêmement intéressantes ont vu le jour. En matière de co-construction des politiques publiques, en matière d'évaluation des politiques publiques, en matière de transparence sur les questions qui touchent par exemple au sujet budgétaire, au sujet des ressources humaines. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité qui permet d'envisager une nouvelle étape pour la politique d'open data en général, dont je rappelle que l'un des premiers usagers de l'open data qu'on met à disposition, c'est soi-même. C'est-à-dire que dans la politique d'open data, dans la structuration des données que nous organisons, c'est aussi un moyen de mettre à la disposition de ses propres usagers internes des choses extrêmement propres. La deuxième étape, elle est liée, je crois, à la montée en puissance de l'utilisation de ces données dans les systèmes d'information géomatiques, par exemple, et dans l'utilisation de ces outils pour les politiques publiques au quotidien. Pour donner des exemples très précis en matière de politique de déplacement, de circulation, de voirie, d'urbanisme, etc. Ensuite, l'utilisation des données pour muscler les dispositifs de co-construction des politiques publiques, et je donnerai deux exemples très différents. Le premier, c'est le hackathon Necmergitur, je ne sais pas si Jean-Louis l'a évoqué, mais qui était et symboliquement... Hackathon sécurité, donc voilà. Après les attentats. Tout à fait. Après les attentats, nous avions, avec les services de sécurité, avec la préfecture de police, identifié une fragilité très particulière qui était liée en cas de crise, en cas de gestion de crise, à la saturation des réseaux, et comment on pouvait utiliser différemment les flux de données pour répondre à des enjeux en la matière. Et l'autre sujet est celui comment les citoyens prennent une place de plus en plus importante dans l'exploitation des données et comment cela influe sur la fabrique des politiques publiques. Et enfin, tout ce qui est data science et l'utilisation de la data, l'exploitation big data pour simplifier, qui est une thématique d'actualité, pour nourrir des modèles analytiques, prospectifs, prescriptifs en termes de politique publique. Pour donner un exemple très simple, on regarde comment en data science il est possible de tirer des données, des modèles qui permettent de nous aider à mieux lutter contre les absences au travail ou contre les facteurs qui peuvent concourir à des inaptitudes chez des agents. Et c'est des méthodes nouvelles d'exploitation des données qui sont au chevauchement de l'open data et du data science, qui est un sujet qui monte en compétences. Merci beaucoup. Sur le hackathon Necmergitur, on avait fait la une de la tribune Start-up contre terrorisme à l'époque. Et on n'a pas encore complètement eu peut-être toutes les conclusions de ce premier hackathon. Quels ont été les résultats concrets ? Des choses très intéressantes, mais notamment, ça a été d'ailleurs médiatisé la semaine dernière, un complément d'application qui serait mis à la disposition sous forme d'API et qui serait intégré par des partenaires tiers dans leurs propres applications afin de diffuser des informations sécurité, notamment par exemple des informations sur un risque attentat ou un attentat qui se serait produit via du multicanal
par exemple, vous êtes éditeur d'une application de géolocalisation de transport public, vous aurez un flux API qui vous fournira des informations géolocalisées en la matière. D'accord. Je reviens à vous, Bertrand Serre, pour finir le tour des villes et ensuite on va parler avec les autres participants. Vous avez parlé au titre d'Open Data France, mais vous êtes aussi le vice-président de Toulouse Métropole en charge du numérique. Donc c'est vous le Chief Data Officer de Toulouse Métropole. Vous me disiez, quand on a préparé cette conférence, qu'il y a un nouveau schéma directeur assez ambitieux. Alors oui, Toulouse a cette particularité, c'est que nous avons préparé très en amont notre Smart City, puisqu'on a préparé un schéma directeur ça nous a pris à peu près 8 mois de co-construction avec les citoyens, donc collaboratifs, avec les sachants, avec les entreprises, les entrepreneurs et les startups. On s'est fait aider pour ça par un grand groupe, Capgemini, qui nous a permis de, ce que souhaitait en tout cas notre président, d'avoir vraiment un schéma directeur de la Smart City qui soit complètement cousu main, si j'ose dire. Ça ne soit pas un schéma préfabriqué, dans le cadre de stratégie d'open innovation de grands groupes, par exemple, mais un schéma collaboratif où chaque citoyen a pu donner son avis sur cette Smart City. Donc nous avons construit une Smart City Smart Data, avec les Smart Data, puisque notre Smart City s'appelle l'Open Métropole, donc elle porte bien son nom. L'Open Métropole a été ainsi votée en conseil de métropole il y a 1 an, et cette année, à partir de 2016, nous sommes dans l'année de ce qu'on appelle des makers. On est en train de faire 15 projets que nous avons votés avec un budget de 500 millions d'euros sur la mandature jusqu'en 2020. En 500 millions d'euros, c'est à l'échelle de la ville, enfin de la métropole. Écoutez, Paris, le Grand Paris, c'est 1 milliard, je crois. Nous, 500 millions. Et c'est pas mal pour Toulouse, 4e ville de France, mais dans ces investissements, je ne compte pas la 3e ligne du métro, ni l'aérotram, qui font aussi des projets, on va dire, smart pour notre ville. Là, on dépasserait Paris, alors on n'a pas voulu faire un crime de lèse-majesté, on sera à 1,4 milliard, pardon. Donc on est resté très raisonnable. Et puis, il y a tout un volet partenariat public-privé qu'on est en train de construire. J'étais hier ici à Paris avec la Caisse des dépôts consignation, puisqu'on est en partenariat aussi avec eux sur, par exemple, des démonstrateurs sur le véhicule autonome, puisque la mobilité, évidemment, est un facteur important de ce schéma de la Smart City, à la fois aussi l'énergie, mais la silver economy et les citoyennetés. Et l'originalité de ce schéma, c'est qu'on est comptable vis-à-vis des citoyens chaque année des avancements de notre Smart City, de notre ville intelligente. Donc d'ailleurs, le 7 décembre, nous avons un forum à Toulouse, forum Smart City, en collaboration avec la Tribune. Merci de le rappeler. Voilà, je vous fais de la pub. Hein. Vous êtes partout, hein, dans toute la France, pour essayer ça se passe au Capitole, donc la mairie, pour essayer de voir quels sont l'avancement de nos projets en matière de Smart City, d'innovation, et comment on conduit ça. Et puis, notre projet, on l'a voulu aussi agile et disruptif. Ça veut dire que la Smart City, on essaie de se projeter dans l'avenir à Toulouse, mais on essaie d'être aussi très factuel et se dire que les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Et on a décidé de lancer une application citoyenne, là, il y a 1 mois à peu près. On consulte les Toulousains à nouveau pour leur dire, voilà, on a quelques projets, est-ce que vous avez de nouvelles idées, est-ce que vous voulez vous associer d'une façon ou d'une autre à ces projets? Et ça, c'est une initiative politique qu'on a souhaité et qui est, à mon avis, essentielle, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas formater une ville de demain avec des schémas qui sont préétablis. Mehdi Ouass, vous êtes président du groupe Talent, qui est spécialisé dans la transformation numérique, digitale. J'ai envie de vous poser comme première question, on fait beaucoup référence en ce moment au langage des hommes politiques, dont certains on trouve qu'il est un peu vieux, ils utilisent des mots, je dirais, des années 60 ou 70. Je ne citerai pas qui, bien entendu, chacun l'a bien compris. Mais en entendant tout à l'heure ce que disait Emmanuel Grégoire, j'avais envie de vous dire, e-administration, c'était un truc hyper moderne il n'y a même pas 5 ans. On disait on va moderniser l'administration, c'est le e-État, et on a l'impression que c'est complètement dépassé aujourd'hui. On a d'ailleurs utilisé le mot, c'est data-driven city, data-driven government. Est-ce que cette révolution n'est pas seulement sémantique, elle est aussi probablement, j'allais dire, culturelle dans la façon de gouverner, c'est-à-dire que ça a été dit assez bien, le pouvoir aujourd'hui vient d'en bas. Et c'est ça la vraie révolution. Oui, absolument. La révolution, elle n'est pas sémantique, elle est réelle. Hein. C'est-à-dire que dans la fin des années 90 et début des années 2000,
on a transformé les entreprises en revisitant leurs process et en les optimisant. C'est-à-dire on essayait de faire mieux ce qu'on faisait hier en utilisant la technologie. Là, on est dans une vraie rupture en se disant on va faire différent. Et la vraie matière première pour les entreprises et les opérateurs de services, c'est la data. Et donc avec la data, on va changer de paradigme. Lionel Zinsou l'a signalé en disant que l'ubérisation était une chose qui a peut-être été compliquée à réaliser ou à mettre en œuvre dans les entreprises, enfin dans les pays ou les villes développées. Effectivement, quand on passe de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on va en Afrique, ça ne disrupte rien du tout puisque le service n'est pas existant. Et c'est ça qui va changer. Et au niveau des hommes politiques aussi, je discutais avec deux amis, l'un économiste et l'autre philosophe, qui me disaient, après l'élection de Donald Trump, en fait, on a une crise démocratique que la data va peut-être réussir à résoudre, c'est que les gens qui sont capables de gagner les élections ne sont pas capables de gouverner le pays, et donc on parle de populisme, et les gens qui sont capables de gouverner le pays ne sont pas capables de gagner les élections parce qu'on n'est pas en capacité d'interagir de manière très forte avec la population. Et c'est ça qui va changer en nous. La data est au cœur de nos préoccupations parce qu'on considère que le vrai levier actuel, le plus puissant pour aider à la transformation d'un opérateur de service, c'est de savoir capter, analyser, structurer et puis utiliser la data pour effectivement faire évoluer ces anciens services, mais surtout inventer les nouveaux services. Norman Ferry, qui est l'ancien ministre des Nouvelles Technologies tunisien, l'a bien dit, on est dans un monde à 3 ou 4 siècles, c'est-à-dire des jeunes qui sont déjà dans le 21e siècle et qui pensent et qui vivent et qui respirent le 21e siècle. Nous, cette génération entre les deux, on est né au 20e siècle et on est encore avec une partie de notre cerveau câblé 20e et puis l'autre qui essaie de rattraper le courant. Des institutions, des organisations, des États qui réfléchissent et qui travaillent avec des lois et des méthodes du 19e siècle, et puis heureusement ce papier qui nous vient du Moyen-Âge qu'on est en train d'abandonner. Donc là, on est vraiment en train de vivre une vraie rupture et une vraie transformation technologique. Et je suis très peu surpris de voir que la responsable des data à Los Angeles n'est pas technique, parce que la problématique ou la complexité n'est pas technologique, la technologie est en avance. Aujourd'hui, on sait faire plein de choses. Elle est réellement de comprendre comment on peut utiliser ces datas pour voir et changer, d'abord pour changer le monde, et puis pour voir comment on va pouvoir faire plus avec moins. Parce que quand on voit que plus de 50% de la population dans le monde depuis 2010 est rurale, et n'est plus rurale mais est urbaine, on assistait il y a une vingtaine d'années à l'urbanisation de la campagne. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la ruralisation des villes. Et de plus en plus, on va avoir un flot d'individus qui va venir peupler les villes et qui va nous obliger à faire plus avec moins. Donc à se mettre dans une dynamique et dans une logique d'économie, naturellement d'optimisation, de planification, et la donnée va être centrale là-dedans. Je fais juste un petit clin d'œil à notre interlocuteur toulousain pour dire que tout ce qu'il raconte est vraiment vrai. Et nous, l'IoT fait partie, alors les 4 technologies sur lesquelles on travaille et qui sont centrales pour la transformation naturellement des entreprises que l'on a comme clients, ce sont les objets connectés, qui vont être de formidables capteurs de données, 5 milliards aujourd'hui, on estime à plus de 25 milliards dans 3-4 ans. Chaque objet connecté va pouvoir générer 10, 15, 20 informations par minute, donc je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire, deuxième problématique, le big data, savoir organiser, structurer, stocker ces informations de manière suffisamment subtile pour pouvoir les analyser. Donc la troisième technologie, c'est les mathématiques et les algorithmes. On embauche maintenant de plus en plus de mathématiciens qui déploient des algorithmes pour aller vers l'intelligence artificielle, c'est-à-dire donner cette capacité aux machines notamment à nous aider à y voir plus clair, mais carrément à prendre des décisions. C'est comme ça qu'on va avoir la voiture sans conducteur.
Puis au-dessus de tout ça, la blockchain. Et on a regardé un petit peu les différentes villes françaises qui se positionnaient sur ce sujet-là, et on a décidé de localiser, alors c'est une décision toute fraîche, notre laboratoire IoT dans l'IoT Valley à Toulouse. Voilà, donc je faisais un petit clin d'œil. Absolument. Avec Sigfox qui fait des levées de fonds spectaculaires. Puisqu'on est dans l'Internet des objets, je vais proposer à Chantal Génermont de prendre le micro. Je vous ai dit que vous parleriez en 5e position, je vous tiens parole. Pour dire que vous êtes vice-présidente management des data chez Enedis. Enedis, c'est un grand groupe gestionnaire de réseaux d'électricité en France. Et qu'est-ce que finalement, quel est le lien entre l'énergie et les data aujourd'hui? Qu'est-ce que l'ouverture des données et la relation, puisque vous êtes au cœur des territoires, forcément, et notamment dans les villes, comment est-ce que vous pouvez faire ce qu'on appelle l'empowerment des villes, c'est-à-dire à partir des données énergétiques et d'autres données de la ville, avoir des informations beaucoup plus riches, beaucoup plus précises sur le tissu social. N'oublions pas qu'on parle aussi de villes inclusives. Effectivement, Enedis, donc ex-ERDF, on a une première mission, on est distributeur d'électricité, mais quand on reprend les missions du distributeur, c'est bien la mission de service public, de market enabler, je reviens bien sûr à votre question, mais de market enabler, et on est tiers de confiance. Donc toutes les données dont on dispose, données de consommation et de production, on les met à disposition, notamment parce qu'on a des obligations légales, mais on les met à disposition aussi avec toute notre compétence de tiers de confiance. On les met à disposition sur un open data. En l'occurrence, Enedis dispose d'un open data très avancé. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur notre site Enedis, la section open data qui permet à tous, c'est une donnée, encore une fois, du service public qui est mise à la disposition de tous, l'énergie par sa consommation, la production. On la met sur ce site d'Open Data, mais aussi on met à disposition des collectivités à proprement parler. Il y a des offres faites par Enedis auprès des collectivités avec plusieurs informations. On peut avoir la cartographie du réseau. Vous avez les datas sur le registre des installations. Évidemment, vous avez la consommation et la production d'électricité. Et ce qui est particulièrement important, et c'est où Enedis a une vraie richesse, c'est qu'au sein d'Enedis, vous avez une quarantaine de personnes au sein d'un département qui s'appelle La Fabrique. Et on a un peu plus de 40 data scientists qui sont d'une part des électriciens, enfin des distributeurs d'électricité, donc qui ont la connaissance fine de nos métiers, qui en plus ont cette aptitude et cette technique pour analyser toutes ces données, comme je viens de dire, production, consommation, réseau, cartographie. Et c'est avec ces données très précises et de plus en plus précises, et je tiens à préciser notamment que très prochainement on met en ligne dans notre Open Data, Enedis, une analyse fine à la maille iris de la consommation-production. Maille iris, et pour les collectivités et les villes en particulier, c'est particulièrement sensible puisque c'est à une maille de 2000 habitants. Donc ça permet aux collectivités, avec d'autres data bien sûr, mais la data énergie permet clairement à la collectivité et à tout public, puisque c'est en open data, à tout public, toute start-up, tout individu qui aurait besoin de ces données pour créer de la valeur ou prendre ces données pour les utiliser. Cette collectivité qui a la donnée énergétique à une maille aussi fine, croisée avec d'autres data, peut avoir clairement un impact fondamental sur une politique, par exemple, de transition énergétique. En plus, vous vivez dans un environnement de données qui est déjà très, très important, mais qui va s'étendre, puisque d'ici quelques années, je ne sais pas quelle est la date finale du dernier compteur Linky qui sera installé, le petit compteur jaune, vous savez, qui sera installé en France, mais vous allez avoir avec ces compteurs intelligents une nouvelle relation avec les clients, individus, forcément, puisqu'il va falloir qu'ils vous autorisent ou pas
d'utiliser leurs données personnelles dans un cadre, on va en reparler avec la CNIL, assez précis. Mais ça va être, on va passer du big data au huge data, ça va être encore plus phénoménal. Qu'est-ce que, sachant que vous l'avez précisé, l'objectif dans l'énergie, c'est de faire des économies d'énergie. C'est l'esprit de la COP qui est l'économie la moins chère et celle qui pollue le moins et celle qu'on ne consomme pas. Donc quelles sont vos projections finalement par rapport à cet univers de données individuelles et comment est-ce que vous allez, alors qu'il y a certaines craintes qui se font jour, les utiliser, dans quel cadre et quelles sont les best practices, si je puis dire, qui sont envisagées par Enedis en la matière. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, notamment sur la mission d'Enedis, acteur du service public. C'est très important d'avoir cette mission de tiers de confiance. Et ça revient et ça répond quasiment intégralement à la question de dire on est ce tiers de confiance, on est investi d'une mission, on a une activité régulée, très encadrée par la régulation, on le vit en tant que salarié d'Enedis, on le vit comme une dépositaire d'informations très, très sensibles. Et comme on a conscience et puis qu'on respecte et qu'on assure nos missions au mieux et avec les best practices, on a donc les data scientists qui maîtrisent et qui peuvent analyser ces datas qui arrivent et qui sont de plus en plus importantes. Donc on a quand même la technique de pouvoir bien les analyser. C'est pas tout de savoir analyser, il faut aussi comprendre le métier qui supporte la donnée. Mais on a aussi chez Enedis une équipe importante et de très bon niveau qui s'appelle l'équipe de la gouvernance des données, qui crée justement un protocole avec un échange permanent avec le législateur, avec les comités de régulation et les autres intervenants dans la régulation et dans la protection des données sensibles. Donc c'est parce qu'on fait notre mission et qu'on assure notre mission au mieux en tant que tiers de confiance qu'on a créé cette best practice pour permettre aux consommateurs, s'ils souhaitent nous donner ces données de consommation, nous confier ces données de consommation, avoir la protection nécessaire et irréprochable parce que bien sûr, on a une mission de service public et qu'on est tiers de confiance. On va y revenir avec Régis Châtelier. Juste une dernière question, parce que je pense qu'on ne mesure pas bien les enjeux. Je parlais de la COP, de l'énergie. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, que si on acceptait, parce que c'est une révolution culturelle, que de convaincre les gens de livrer leurs données à ce tiers de confiance que vous êtes, c'est d'ailleurs vrai, je pense, pour d'autres acteurs tels que vous, on pourrait imaginer réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 20% par rapport à... J'ai lu ça, je ne sais pas si ce chiffre est exact. Quelles sont vos estimations, en tout cas, vous, dans une logique où la data énergie aurait vraiment pris son envol, quelles sont les économies potentielles dans l'optimisation de la consommation? Et encore une fois, Enedis est distributeur, donc c'est une société qui permet à chacun d'avoir accès à l'électricité au même prix. Tout le monde peut avoir accès grâce à ce service public. La consommation, c'est les données de consommation. Donc la consommation et la consommation d'énergie est un positionnement de consommation et de rapport avec un fournisseur. Et c'est un tout autre sujet que celui de distribution et accès à l'électricité. Mais c'est quand même par votre intermédiaire que l'information va parvenir aux producteurs. Oui. Et aux fournisseurs d'électricité. Aux fournisseurs d'électricité. Et c'est en fonction aussi du comportement du consommateur. Il peut avoir une image, et d'ailleurs très très proche du temps réel, de sa consommation. C'est très important. Et c'est au consommateur de prendre les dispositions aussi nécessaires. Ensuite, c'est à lui d'agir, bien sûr. Mais encore faut-il qu'il ait l'information. Oui. Absolument. Alors, Régis Châtelier, vous êtes chargé des études prospectives à la CNIL. Peut-être pourriez-vous nous redonner la vision de la CNIL qui n'est pas forcément que juridique sur la question des données. Alors il y a évidemment les éléments législatifs, il y a aussi un nouveau règlement européen en discussion. Peut-être nous donner un peu le cadre de ce qu'on peut faire ou pas en matière de open data, et ensuite peut-être donner votre vision plus à long terme sur la généralisation de l'open data.
Donc sur l'open data, en fait, on parle de choses différentes. Pour reprendre l'exemple de ce qui a été donné juste auparavant, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre législatif qui fait qu'on incite, on ne fait plus qu'inciter la loi pour une république numérique maintenant rend l'ouverture des données publiques obligatoire pour certaines des données. La loi Le Maire. La loi Le Maire, tout à fait, avec certaines lois auparavant, enfin la loi Le Maire est la dernière en date. Et donc, aujourd'hui, on est devenu sur une politique de l'offre, en fait, en termes de open data, à savoir qu'auparavant, c'était un droit d'accès qui a été effectué, ce qui fait qu'aujourd'hui, les collectivités, notamment, doivent s'organiser pour mettre à disposition des données, ce qui pose effectivement la question des ressources en interne. Et donc, dans ce cadre, la CNIL, en fait, le champ de la législation informatique et liberté ne change pas vis-à-vis de l'open data, il ne changera pas non plus vis-à-vis du règlement européen, à savoir qu'on ne peut pas ouvrir des jeux de données pour une mise à disposition publique qui contiendrait des données personnelles. Donc de là l'enjeu de l'anonymisation. Et donc l'objectif aujourd'hui pour des jeux de données qui seraient suffisamment fins ou qui permettraient de reconnaître, de réidentifier par une manière directe ou indirecte une personne, ne doivent pas être ouvertes directement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le travail pour la collectivité, c'est de réussir à effectuer ce processus d'anonymisation. Dans ce cadre, la CNIL va justement publier prochainement un pack de conformité open data, à la manière de ce qui a été fait dans le cadre des compteurs communicants, donc notamment les compteurs Linky, dont les compteurs Linky, à savoir que on va essayer, l'objectif de la CNIL, c'est également d'accompagner les acteurs, donc on parlait de best practice tout à l'heure, on va essayer d'accompagner les acteurs publics et les collectivités dans leur processus pour qu'elles puissent réussir à parvenir à anonymiser les données. Et par anonymiser les données, ce qu'on entend, c'est justement faire en sorte que on ne puisse pas, il n'y a aucun moyen de revenir à la personne, à une personne que ce soit un moyen de croisement de différents fichiers de données, par l'inférence, par différents systèmes. Ce qui fait que c'est un des vrais enjeux que l'on a actuellement pour l'acteur public et qui est également celui par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'instant ce qu'on disait pour un acteur privé, de services publics qui effectuent un service public comme ERDF et Enedis. À savoir qu'on fait bien la différence dans le cadre légal. En fait, il ne s'agit pas de ne collecter aucune donnée personnelle, mais il s'agit de les collecter en respectant certains grands principes qui sont l'information, le consentement et de respecter le principe de finalité. C'est-à-dire que ce qui pose problème aujourd'hui dans la ville numérique, ce qui pourrait poser problème effectivement, c'est de collecter un maximum de données sur les personnes pour des finalités tout autres. Et donc ce qui fait que aujourd'hui, dans un cadre de la digitalisation des villes et avec des acteurs toujours différents qui arrivent sur le marché, en fait, on peut avoir un problème de finalité. C'est là où va se jouer le grand enjeu de la ville. C'est une question que je voulais vous poser, effectivement, pour prolonger, parce qu'il y a l'open data public des grandes données dont disposent les collectivités, mais aujourd'hui, pardon pour notre ami de Californie, mais il y a une sorte de domination de la Silicon Valley sur un certain nombre de services. Pour ça, Google, les GAFA, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et puis, il y a les NATU, comme on dit, donc notamment Netflix, Uber. J'ai oublié les deux autres, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez de qui je veux. Airbnb, pardon, bien sûr, qui sont des très grands acteurs, de très grandes plateformes. Et moi, j'en viens au point de me poser la question, enfin en tout cas de la poser à la CNIL, est-ce que ces données dont disposent ces acteurs-là respectent les trois règles que vous avez fixées, information, consentement, finalité, et même en allant un cran plus loin, mais on pourra en discuter avec Jean-Charles Simon, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur les plateformes, est-ce que les données de ces plateformes ne sont pas en réalité des données publiques ? Ce ne sont pas des données qui publiques. devraient être publiques et non pas privées. La question est ailleurs, je pense plutôt. Est-ce que ces différentes plateformes devraient respecter le droit et la législation du territoire sur lequel commençons par travaillent ? ça. C'est plutôt là que se pose la question. Donc effectivement, se posent ces questions, notamment dans le domaine urbain. On voit bien que les différents acteurs, les GAFA, commencent à investir le champ urbain. C'est assez récent, et qui commencent à l'investir vraiment concrètement, avec
Sidewalk Labs de Google ou avec Waze Connected Citizens, etc. Il y en a quelques-uns. Et là, on arrive avec un nouveau type d'acteurs sur la ville. Et c'est dans nos travaux d'innovation et de prospective, on essaye justement de travailler sur ce sujet pour commencer à essayer d'anticiper les différentes problématiques qui pourraient se poser. À savoir qu'auparavant, on avait affaire soit à des acteurs qui étaient dans le cadre de la commande publique, donc avec un contrat de DSP par exemple, soit des grandes plateformes type des grands opérateurs techniques qui pouvaient effectuer les grands programmes de Smart City. Et aujourd'hui, on a les industriels de la donnée, ce qu'on peut appeler les industriels de la donnée, qui arrivent avec leur propre stock de données sur les personnes éventuellement. Et donc, c'est un des grands enjeux effectivement à venir. Et dans le cadre urbain, il existe déjà par ailleurs. Et on voit que c'est les mêmes questions qui se posent que celles qu'on a pour la navigation en ligne, ce qu'on peut connaître par ailleurs. Et l'un des objectifs, donc la CNIL, mais pas uniquement au niveau européen, avec le règlement européen qui rentrera en vigueur, qui sera applicable à partir de mai 2018, l'objectif c'est d'acquérir un pouvoir à l'échelle européenne qui sera beaucoup plus important que ce que l'on peut avoir aujourd'hui au niveau de chaque territoire. À savoir que, à titre d'exemple, aujourd'hui la CNIL avait un pouvoir de sanction qui était surtout de sanction par la communication, parce qu'en termes financiers c'était très très limité, notamment pour un grand acteur. Et demain, avec le règlement européen, on pourra aller des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Ça commence à devenir dissuasif. Voilà, donc l'idée, c'est on est dans une phase peut-être de rééquilibrage des forces en présence, à savoir que le législateur et le régulateur à l'échelle européenne, d'ici à 2018, aura un moyen de Est-ce qu'on aura un jour une CNIL européenne ? Ce ne sera pas une CNIL européenne, ce sera une harmonisation de la législation et également un système de guichet unique. C'est-à-dire que chaque CNIL les CNIL européennes travailleront ensemble, à savoir qu'une personne qui aurait un problème d'utilisation de ses données personnelles dans un cadre non pertinent ou autre, qui pourra s'adresser à la CNIL de son pays pour un problème qui n'a pas forcément lieu sur son territoire. Ce qui fait qu'il y aura une réelle coordination européenne des CNIL. Donc on ne parle pas encore de CNIL européenne, mais la manière de fonctionner sera commune. On pourrait faire remonter des cas à l'échelle européenne en tout cas. Merci. Avant de passer la parole à Jean-Charles, Liliane Corral, you want to say about Yeah, on this subject? On the data privacy issue, I just was going to point out, I think there's two things going on. So one is the issue of what data we release via open data. And I think that that's something obviously that we in the city of Los Angeles, every government has to be careful because we don't want to release information that your neighbors can use against you, if you will. But if you think about it, in terms of using the data, we all give up our data every single day. I'm traveling right now, and every time I want free Wi-Fi, I sign on to my local cafe, to my airport Wi-Fi, and every time I do that, I'm giving up my rights to all of my data. So the difference here is that I'm getting something in return very clearly. There's a public value that's been given to me by Apple, by Amazon, by Netflix. Government hasn't made that case yet, and I think that that's something that we need to be better at defining at. And when we make the value proposition, the business case to citizens that we use your data in a way that's going to give you a good, I think we're going to have less issues and concerns about data utilization and privacy. Obviously, we still have to be careful as government, we are not Apple and Amazon, to use people's data in a way that is really safe and that isn't invading people's privacy. And there's governing conduct that we are really testing out around IoT with our fellow cities in the United States and others. But I think it's really important for us to start to focus on what is the value proposition that we're giving to our citizens. And that obviously goes into the space of digital services, but that hasn't really been put out there, and I think that that's why people are so hesitant yet to say, well, why do you need my data? Why do you need to know what my meter is saying about my electricity consumption? I still don't know what you're going to, I still don't see any value to that yet. So, Alors Jean-Charles Simon, vous êtes économiste, vous avez fondé je ne sais pas comment on pourrait dire, un site internet qui publie, une plateforme qui publie beaucoup de statistiques, qui s'appelle Station. Oui. Autrefois Facta, mais qui a changé de nom récemment, qui s'appelle Station et qui fait de l'ouverture de données d'ailleurs. Vous pourriez en parler un petit peu à ce sujet. Enfin, on ne fait que mettre à disposition des données ouvertes et en fait on les collecte en un point. On est un peu comme par exemple Bloomberg en données économiques et financières, c'est-à-dire qu'on vous permet d'avoir accès à plein de producteurs de statistiques publics en un point donné et avec des services autour. Mais les statistiques elles-mêmes, elles sont déjà ouvertes. Et nous, on bénéficie de l'open data des producteurs, qui sont en général les producteurs publics,
par exemple les grandes organisations internationales, nationales ou internationales, et ça, on vous permet de traiter, comme quelques autres concurrents, toutes ces statistiques en un point, en un endroit, et de les utiliser et d'en faire l'usage que vous souhaitez. C'est pas comme spécialiste de la donnée, que je crois que vous n'êtes pas spécialement que vous êtes là, c'est en tant qu'économiste. Et vous avez fait un rapport récemment assez intéressant sur la mobilité, sur l'usage des taxis en ville, qu'une comparaison dans plusieurs grandes capitales, dont Paris, New York, Londres notamment, de l'usage entre les taxis et les VTC. Et je pense que c'était intéressant que vous soyez là à notre table ronde parce que finalement, on voit que la question, quand on part de la question de l'open data en ville et qu'on arrive à ces très grands acteurs avec une forme d'asymétrie quand même de pouvoir, on le voit bien vu la taille de ces géants aujourd'hui de la ville que sont devenus Uber et Airbnb, se pose la question quand même du modèle économique et qu'est-ce que dit l'économiste finalement face à la tendance au monopole naturel qu'on voit, à laquelle on assiste en ce moment dans toutes nos villes et qui gêne pas seulement je dirais en Europe, même aux États-Unis, San Francisco, New York, ont fait état de leurs inquiétudes face à cette emprise. Absolument, et dans le cas de New York, d'ailleurs, j'y reviendrai, la régulation va beaucoup plus loin que celle qui est mise en place aujourd'hui à Paris, ou même qui est discutée à faire évoluer à Paris. On a d'abord quelque chose qui est, il faut le dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, des acteurs qui contribuent à des secteurs de manière tout à fait positive, qui ont fait venir des nouvelles offres, qui servent à la concurrence et qui élargissent les potentiels des marchés. Donc en soi, bien sûr, tout le monde avait une attitude très positive par rapport à leur arrivée. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'intérêt que ça peut avoir pour les consommateurs comme pour les producteurs des services ou les propriétaires des biens qui sont en cause. En revanche, ils peuvent avoir une double attitude qui pose question. La première, c'est d'abord de vouloir vraiment privatiser les données qu'ils collectent, que ce soit celles, par exemple, des chauffeurs qui sont géolocalisés et qui indiquent leur disponibilité, que ce soit la même chose pour les biens locatifs, et que personne ne les regarde. Or, il est tout à fait légitime que les régulateurs aient un accès à un certain nombre de ces données. Et donc là, on a des villes qui sont allées très très loin en la matière, qui exigent pour différentes raisons, et tout à fait légitime, il n'y a pas d'abus, et bien entendu tout à fait, si je prends le cas de New York, dans l'anonymat total de, par exemple, des usagers des taxis et des VTC, il ne s'agit pas du tout de connaître quel est le client, il s'agit de savoir en revanche ce que le chauffeur peut faire, combien il a de clients, quelle activité il fait, est-ce qu'il respecte la régulation. Et c'est pour ça que les données sont utilisées et les données ne sont bien sûr pas communiquées au public et accessibles au public de manière nominative sur les chauffeurs. Il n'y a que des données agrégées qui sont rendues disponibles au public, mais c'est tout à fait légitime que le régulateur veuille savoir, par exemple, quelle est l'activité faite par un opérateur qui sinon peut-être la déclarerait pas, par exemple, donc ne paierait pas les cotisations sociales afférentes, qui ne paierait pas les impôts afférents, ce qui ne serait pas légitime. Il n'y a pas de raison que ces secteurs-là soient subventionnés indirectement par d'autres. Il y a un sujet de distorsion de concurrence. Et alors par ailleurs, voilà, on voit très bien que dans ces modèles économiques de plateforme, l'objectif de leurs investisseurs et des dirigeants de ces plateformes, c'est quand même, si possible, d'arriver à la position la plus forte possible. Et si elle pouvait être monopolistique, ce serait encore mieux. Puisque finalement, ils essayent en partie dans leur politique de prix, et parce qu'ils ont les fonds propres pour ça, grâce à du financement en capital très très abondant qui arrive, ils essaient d'obtenir la position la plus proche d'un monopole avec des prix prédateurs pour essayer d'évincer la concurrence et d'obtenir la position la plus forte. Et donc là, il y a un intérêt collectif à regarder d'abord s'il y a un certain nombre des données qui sont en cause. Je reprends l'exemple des chauffeurs et leur géolocalisation, là où ils sont, est-ce qu'ils sont disponibles, si on peut les mettre à un accès libre à d'autres. Finalement, la ville, par exemple, si je prends une grande collectivité comme Paris, elle intervient, elle peut subventionner des offres de transport comme Vélib ou Autolib, elle est
est tout à fait aussi légitime à dire je vais essayer de faire en sorte que les données, en l'occurrence c'est un peu ce que l'État a fait avec quelque chose qui s'appelle le taxi, à ce qu'elles soient accessibles à plein d'opérateurs, mais qu'elles soient mises en libre service, si je puis dire, pour que justement il n'y ait pas un monopole qui se crée autour, puisque finalement, dans le fonctionnement des plateformes, chacun a intérêt comme consommateur à avoir accès au plus grand pool possible de producteurs, et pareillement dans l'autre sens, quand on est producteur, à avoir accès au plus grand pool de consommateurs. Donc il y a presque un phénomène de monopole naturel, effectivement, qui peut arriver. Et la théorie économique, elle nous dit, quand il y a un monopole naturel, a priori, on le nationalise. Donc le fait que l'acteur public intervienne, soit pour être lui-même celui qui met à disposition l'ensemble des données, qui les met à un accès libre pour éviter qu'il y ait une rente qui soit captée entre le producteur du service et le consommateur, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les producteurs eux-mêmes s'organisent pour éviter de se faire capter une rente trop importante par celui qui fait cet intermédiaire. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ces données considérables et il me semble important que les grandes collectivités, encore une fois on le voit très bien, notamment je pense au cas de New York et de Londres où il y a une autorité locale du taxi et du VTC qui est propre à la métropole et qui a le droit d'exiger plein de choses, que ces autorités-là ont agi pour avoir d'une part cette connaissance de ce que font ces acteurs et d'autre part faire en sorte que finalement le bénéfice pour les producteurs consommateurs, les deux acteurs, soit le plus important, donc que celui qui vient prélever une rente comme interface entre les deux ne devienne pas finalement un monopole qui exploite une rente. Et c'est ça qu'on peut ressentir dans un certain nombre de ces modèles, on peut redouter parfois. On a vu un exemple assez récent en Chine où Uber s'est finalement retiré, a arrêté d'être en compétition avec Didi, son principal adversaire, avec en échange le fait qu'il prenait une part du capital de Didi. On a vu tout de suite que les prix augmentaient fortement puisque l'opérateur se retrouvait unique et donc sans concurrence a commencé à vouloir exploiter sa position monopolistique. Donc là, il y a des choses très intéressantes à regarder. Et dans la ville, je pense que ce soit le logement, que ce soit le transport, on a des situations où quand on est un économiste qui aime le marché et la concurrence, on est obligé de se rendre compte que le marché ne peut pas fonctionner de manière dérégulée. Il y a des ressources rares également, la ressource rare qui est la chaussée par exemple, qui est un vrai enjeu là aussi pour le régulateur. Et donc il est légitime qu'il y ait quelque chose qui entoure, qui accompagne le marché de manière assez précise. D'ailleurs, je fais moi aussi un clin d'œil toulousain à l'école d'économie de Toulouse, dont la renommée n'est plus à faire et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. On est vraiment dans des situations d'imperfection de marché où il y a cette nécessité autour de la donnée, finalement d'intervenir pour faire en sorte qu'elle bénéficie au plus grand monde en matière d'exploitation des services et des biens qui y sont associés. Merci Jean-Charles pour la clarté de cet exposé. Je voyais Emmanuel Grégoire réagir en souriant à l'idée de nationaliser Uber et Airbnb. Peut-être un mot là-dessus, même je ne sais pas si c'est votre dossier de prédilection, mais on sait que la relation de la ville de Paris avec ces deux acteurs est particulièrement complexe, comme d'autres villes. Vous n'êtes pas, et on n'est pas forcément à Paris les plus sévères d'ailleurs, ou les plus durs. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui vient d'être dit et cette asymétrie, comment est-ce qu'on peut la résoudre? Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, quand bien même on voudrait nationaliser, il y a des sujets de capacité financière qui se poseraient à nous, mais incontestablement... c'est un peu cher, oui, ça fait beaucoup d'impôts. C'est un peu cher parce que c'est un monopole. Quand il n'y a plus de monopole, ça vaut moins cher. Et donc c'est bien celui-là la question. L'open data, la philosophie, c'est de mettre en commun l'accès aux données pour créer des externalités positives collectives. Et dès lors qu'un acteur, et y compris parce qu'il est plus malin, plus intelligent, plus riche, finit par aboutir à une position monopolistique, ça crée un problème de souveraineté qui se pose aux collectivités, qui se pose aux États, mais pour revenir au sujet des collectivités, toutes les grandes capitales du monde observent que derrière la révolution géniale pour l'usager d'Airbnb et d'Uber se posent des questions sociales absolument fondamentales qui sont destructrices de valeur pour la collectivité dans son ensemble. Et au-delà du respect qu'on doit avoir pour ces entreprises, on doit se poser la question du bien commun. Cette question de la souveraineté globale, elle est absolument centrale. Et moi, je pense qu'en matière de data, les autorités publiques
ont, sans doute par négligence et peut-être par méconnaissance, laissé filer un certain nombre de compétences que je qualifierais de régaliennes, improprement, mais de compétences régaliennes dans lesquelles il faut réinvestir les pouvoirs publics. Je donne 2 exemples, et peut-être que d'ailleurs les technologies de type blockchain permettront de relever des défis. C'est en matière d'identité numérique, la question centrale que pose la question de l'identité numérique, qu'on a de facto sous-traité à des grands opérateurs internationaux qui, je le rappelle, n'ont pas que des objectifs bienveillants. Ils veulent en tirer de la richesse et c'est bien normal, c'est leur rôle. Mais c'est le rôle des pouvoirs publics de s'interroger en la matière. Et le second, c'est un problème d'équilibre dans les grands territoires et notamment les grandes métropoles mondiales sur le fait que une plateforme de type Airbnb, c'est une révolution géniale pour les touristes, c'est une révolution beaucoup moins géniale pour les habitants qui souhaitent habiter dans la ville où ils travaillent, parce que ça crée des concurrences qui sont saines par moment, mais qui sont insoutenables potentiellement dans la durée. Il faut que les régulateurs, les législateurs s'en saisissent efficacement. Ça gèle le marché immobilier, ça fait monter le prix des logements et on finit par devenir Venise. Mehdi Ouass, la blockchain, je vous ai vu faire un clin d'œil, peut-être en réexpliquant ce que c'est. La blockchain, est-ce que c'est le moyen, effectivement, de désintermédier ces intermédiaires et de ubériser Uber? Alors, plus qu'un clin d'œil, je réagissais en disant que je n'étais pas forcément d'accord avec ce que disait mon voisin, dans la mesure où aujourd'hui la révolution technologique à laquelle on assiste est une révolution qui est en train d'horizontaliser les entreprises. Or, effectivement, on aime bien, alors ça bouscule aussi les rentes de situation, parce qu'à chaque argument négatif, on peut opposer un argument positif, mais le sujet, à la limite, il n'est pas tellement là. Le sujet, le vrai, à mon sens, c'est de se dire qu'on est en train de bousculer un équilibre qui est un tiers de confiance bien identifié pour un régulateur ou un État, donc un interlocuteur avec lequel je peux discuter, je peux légiférer et naturellement je peux récupérer ma taxe. Et à partir du moment où ce tiers de confiance risque de disparaître, là je vais avoir un problème. Je pense qu'on a assisté à une première vague, c'est effectivement l'ubérisation, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie pour apporter des services soit déjà existants, c'est le cas d'Uber, d'Airbnb, moins cher, plus smart, soit non existants, c'est le cas d'un Blablacar, c'est-à-dire avec cette économie collaborative. La deuxième strate, effectivement la blockchain risque de venir la positionner, c'est de supprimer le tiers de confiance et donc de mettre les États, les villes, les cités sans interlocuteur privilégié. Le jour où on ubérisera Uber, il n'y aura plus d'interlocuteur pour pouvoir réguler. Le jour où on ubérisera Airbnb, il n'y aura plus aussi de régulateurs, enfin il n'y aura plus d'interlocuteurs pour réguler. Et je pense que c'est sur cette phase-là qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services qui sont en train de se créer, qui sont en train de s'inventer, cassent des rentes de situation. On peut résister. De toute façon, de tout temps, on a vu que dès qu'on voulait challenger ou sortir les gens de leur zone de confort, il y avait un phénomène de résistance, ou alors accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on sorte de la phase de résistance et qu'on accompagne pour justement ne pas aller à la catastrophe. Sinon, on va avoir peut-être une anarchie organisée ou désorganisée qui va envahir les villes, et je pense que ce n'est pas ce qu'il faut arriver à obtenir. C'est un point de vue, hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Jean-Charles, un mot là-dessus? Oui, non, juste pour dire d'abord que quand je parlais de nationalisation, c'est évidemment pas nationaliser une entreprise en l'espèce, mais de dire est-ce que je pouvais mettre à disposition de tous et de manière gratuite quelque chose qui est la connaissance, par exemple, avoir une plateforme ouverte publique gratuite pour des annonceurs d'un appartement à la place d'Airbnb. Ça, c'est des questions qui se posent. Force est de constater que l'application Le Taxi n'est pas utilisée massivement, c'est le début, Philippe, c'est le début. À tort ou à raison par les gens. C'est le début, ça peut venir. Mais bien sûr, Uber n'était pas connu il y a 5 ans. C'est le tout début et on voit pas mal d'opérateurs assez smart aussi arriver et vouloir tirer profit de ça, et ça me semble intéressant pour l'avenir. Encore une fois, la question, et pas par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est pas quel modèle économique ou quel acteur, encore moins triomphe. Ça, il faut vraiment laisser la compétition se faire, et il y a une régulation qui en France ne fonctionne pas trop mal, qui s'appelle l'autorité de la concurrence, qui est là pour regarder s'il y a des excès ou des problèmes. En revanche, ce qui est très intéressant par rapport à ce qui était dit, parce qu'effectivement, blockchain est tout à fait une possibilité de se passer de cet acteur qui vient faire plateforme. Mais ça marcherait comment? C'est-à-dire qu'on pour avoir directement la relation entre producteurs et consommateurs. Voilà. On a la relation entre producteurs et consommateurs sans savoir votre taxi, vous êtes directement en relation avec lui par un système qui fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis
l'information à votre disposition. Simplement, ce qui me semble, dans tous les cas, quels que soient les scénarios qu'on puisse imaginer, ce qui est très important, ce que disait monsieur, c'est il faut que le régulateur, en fait, il ait toujours la possibilité de connaître l'information. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se rapproche. Et c'est par exemple, c'est ce qui est discuté dans la proposition de loi Grand-Guillaume qui a fait bondir l'univers du VTC, à mon avis à tort, parce que c'est tout à fait légitime que le régulateur vienne dire moi je veux connaître l'information sur votre activité, vous, producteur. Et ça me semble très légitime, pour plein de raisons. Après, évidemment, il doit le faire dans le respect de tout ce qui est informatique et liberté. Et en général, s'il est régulateur, il connaît bien ses obligations en la matière, mais il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il se dise, justement, pour ne pas être dépassé par les évolutions déjà en cours et à venir, il faut qu'ils se disent, voilà, moi je viens récupérer cette information, après j'applique des choses qui, dans un cadre légal, seront définies à la fois en matière de taxation et de régulation. Mais il faut vraiment qu'il ne n'oublie pas cette étape-là, parce que sinon, là, pour le coup, il est totalement dépassé, il est en incapacité de venir intervenir et réguler s'il y a besoin ces acteurs. Allez, on va terminer avec Liliane Corral qui est venue de loin. Une question qui concerne peut-être Los Angeles. On parle beaucoup en matière d'insécurité, des algorithmes qui sont utilisés par la police de Los Angeles pour essayer d'anticiper les lieux où il risquerait d'y avoir un crime. Et donc on pense un peu à ce film Minority Report où on peut essayer d'empêcher le crime avant qu'il ait lieu. Est-ce que cette data-driven city dans ce domaine-là, est-ce qu'à Los Angeles, vous pouvez nous dire, on expérimente des choses dans le domaine de la sécurité, mais peut-être dans d'autres domaines qui sont un petit peu futuristes et qui vont peut-être arriver, traverser l'Atlantique, venir chez nous? Est-ce qu'il y a vous imaginez des utilisations en matière de data qui sont très en avance, peut-être, et très futuristes? Well, I think we're all experimenting. I just want to emphasize how young this movement is, and I think that we are all, you know, in America as well as in Europe and in Asia and you know, Israel, we're all really experimenting with how to best use data and leverage it and be innovative. So I'm really cautious of that, and there's a lot of great experimentation that's happening all over the world. I think LAPD is known to be on the forefront in terms of using data to look at crime trends and be able to deploy resources where we see that crime is spiraling so that we can actually prevent crime from growing. We're continuing to do a lot of work in that area. Something that we're actually really trying to think about, for example, is using more geospatial data to look at crime literally at the street level. Because sometimes even when you look at heat maps or concentrations, what you're really not keeping in mind are all what we say is, you know, all data is local, and so really looking at like the corner that it's happening and what is the built environment that's maybe helping or not crime happen in that area. That's something that we're definitely trying to explore, and really bringing in a whole lot of different kinds of data, not just crime trend data, to understand an issue like crime. We're doing something similar around waste management. Our city has had a lot of disparity in its ability to clean up the streets of LA, and some parts of the city are a lot dirty. There's persistent concentration. So we're actually now implemented earlier this year a very data-driven model that's called CleanStat that grades every single street segment in the city of Los Angeles with a score, 1, 2, 3. That data is open and available to the public, whether it be a civic tech entrepreneur or an individual who wants to know what their street score is. And then our Department of Sanitation is using that information to redeploy resources so that we can actually be smarter about the way that we route and distribute resources. And then we're also doing something similar around mobility and safety. We're implementing the Vision Zero model, trying to eliminate pedestrian and automobile fatalities and injuries on the road by 2020. And we're using data. We've created what we call our high injury network, where we really look at where are these fatalities happening, where is the concentration of that, and again going to those streets and intersections and actually completely redesigning the street so that we make it safer for whether it be bicyclists or pedestrians or cars on the road. So there's different ways in which, whether it be safety, mobility, or even city services like cleaning,
where we're really just focusing on getting down to the street segment, and then really using that to help us understand how we can redeploy resources and be more predictive. And I think there's a lot of wonderful examples. My colleagues in New York, Boston, are doing really amazing things, and I know in Europe, you're also very, very far ahead in terms of using data to think about how cities are developing. And what I would say also just about some comments earlier is I think we always have to go back to what is it the problem that we're trying to solve. We can't just be about open data for open data's sake. There's operational data that we need to be transparent about, but really focusing on what is the problem and opening up data towards that problem. And I think part of the challenges around like New York and the taxi issue, the taxi ride issue is like, what was it that data was supposed to solve at? And so without, I think, that kind of a focus, what you ended up possibly doing was just releasing the entire thing, thinking that it was anonymized, but very quickly understanding that, with the technology that's available, it could be completely de-anonymized. So I think focusing on real, like, social challenges and then releasing data towards that challenge is the way that, one, you can be transparent, but two, really engage that civic tech and that data community to actually solve with you. Merci beaucoup, Lisiane. C'était vraiment intéressant de nous montrer que c'est à la fois une révolution récente, mais qui est en train de transformer nos vies, nos villes, et qu'effectivement, il vaut mieux partir d'abord du problème que l'on veut résoudre avant d'ouvrir toutes les données de façon aveugle. Merci à tout le monde. Bravo pour cette session tout à fait passionnante. Merci à tous les 7 ou 8. Vous pouvez donc sortir de cette table ronde. Je vais maintenant donner le micro à ma consoeur Mounia Van de Castel, qui va, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les taxis, donc Jean-Charles, tu peux rester, sur les taxis et la mobilité en ville, c'est avec Mounia dans cette salle. Et si vous voulez me retrouver, parce que vous êtes sportif et vous voulez parler d'inclusion et du sport, c'est dans la salle d'en face.